qui me semble important, c'est que le premier sensé, l'initiale de l'intelligible, comme on dit, n'est pas du tout celui qu'il faudrait chercher dans la philosophie des Grecs jusqu'à Iéna, des Grecs jusqu'à Hegel. Non pas du tout que cette philosophie puisse être effacée purement et simplement, cette philosophie de l'être, cette philosophie de la connaissance, cette philosophie de l'être en tant qu'être. N'oublions pas cette formule. Mais que l'intelligibilité qui précède tout cela, et où à un certain moment on rencontre tout cela, n'est pas l'intelligibilité de la philosophie grecque, n'est-ce pas? Avant cela, dans si vous voulez, dans l'ordre biblique des choses, dans l'éthique dont vit la Bible, il y a une intelligibilité, c'est l'intelligibilité d'un être qui peut préférer sa mort à la mort d'autrui. Celui qui ne laisse pas autrui mourir tout seul, celui qui ne laisse pas mourir autrui, c'est lui qui a entendu le « tu ne tueras point ». Le sens du « tu ne tueras point ». Et là, ce n'est pas du tout « tu ne tueras pas » comme un bandit, tu ne laisseras pas mourir autrui. Je vous dirais autrement ça, que ma mort est certainement mon souci, mais que la mort de l'autre peut, pour moi, avoir une priorité sur ma propre mort. Que la mort de l'autre compte avant ma mort. Nous appelons ça autrement, nous appelons ça la sainteté. Mais moi, je pense que la Bible veut définir l'humain par la sainteté. Et dans ce sens-là, le « tu ne tueras point » est le commencement véritable de la raison et de la paix. Il m'est arrivé de le dire mieux, n'est-ce pas? Enfin, c'est ça l'idée. Comme si, je rejoins une chose très importante. Je rejoins le mot pascalien de l'amour sans concupiscence. C'est d'un amour qui est pure gratuité. Un amour qui est sans récompense. Le tu ne tueras point, c'est précisément cet amour sans récompense. Et je rejoins un autre mot de Pascal, et qui, pour tous ceux qui commencent par affirmer le droit de chacun à son existence, sans souci de l'existence de l'autre. Ce que Pascal a dit, la place au soleil, le commencement de l'usurpation du monde entier. Une pensée philosophique repose sur des expériences pré-philosophiques, a écrit Emmanuel Lévinas. Pour lui, ces expériences furent de trois ordres, littéraires, spirituels et historiques. Il y eut d'abord ses lectures au temps de la Russie impériale, les auteurs russes, Dostoïevski, et bien sûr la Bible. Puis ce fut l'émigration à travers la Russie de 1917, la venue en France, et des études de philosophie en France et en Allemagne. Dès les années 30, il eut le pressentiment de l'hitlérisme et d'une fin du monde inéluctable. Dès lors, Lévinas situera tout son travail à la frontière entre éthique et métaphysique, là où, pour reprendre ses propres mots, l'homme est en quête de l'humain. Depuis 1930, une réflexion, une œuvre se déploie, dont on perçoit de plus en plus l'ampleur et l'importance. Mais il faut revenir aux sources, c'est-à-dire à l'enfance, passée en Lituanie à Kovno au début du siècle. C'était une enfance très courte, jusqu'au commencement de la guerre. J'en ai très peu de souvenirs. J'ai souvenir de choses générales. Je me souviens de la fête du 3e centenaire à la maison de Romanov, avec tout le bruit qui était que dans cette ville de province pouvait se faire autour de cela.
Je me souviens aussi comme fait tout à fait indépendant de Romanov et du reste, n'est-ce pas, la mort de Tolstoï, je crois que c'est en 1910 qu'il est mort, n'est-ce pas, j'avais 5 ou 6 ans. Le nom était connu, je n'ai rien lu de Tolstoï, mais c'était connu comme nom éminent, comme le nom d'une lumière, n'est-ce pas, et la mort de Tolstoï me restait comme souvenir simplement le fait d'avoir appris que Tolstoï est mort, et si vous voulez, que ça faisait autour de moi. Et à part ces événements, c'est le rythme normal. C'est le rythme normal, n'est-ce pas? Par conséquent, il n'y a pas d'anecdote que je puisse raconter sur cette période. Mon père avait une librairie à Cove-Nord, de la ville des provinces, qui était tout de même chef-lieu, n'est-ce pas? C'est préfecture. Comme c'est très bien, avec la rue principale qui s'appelait le Prospect de Nicolas. Et alors, il y avait une certaine clientèle russe. Il y avait un gymnase. Il y avait un gymnase de filles. Par conséquent, mon père avait une clientèle de chancellerie et de lycée. Il y avait aussi les journaux. C'était aussi très important. Les commandes des journaux qui passaient aussi par les librairies. La vieille ville était habitée à grande partie par des juifs. Ce n'était pas un ghetto. Il n'y avait pas de ghetto dans ce pays-là. Mais enfin, il y avait cette vieille ville, beaucoup de piétés juives, beaucoup de synagogues, beaucoup de lieux d'études. C'est très important, ça. Quand on prononce le mot Lituanie, on ne sait pas que c'est une partie de cette Europe orientale où le culte de l'étude était très haut. L'étude de ces livres-là, l'étude talmudique. Hein. Et ce n'était pas du tout, ce n'était pas un judaïsme mystique, c'était un judaïsme au contraire qui s'attachait à l'étude de commentaires, ce qu'on appelle le Talmud. Et c'est en particulier le pays où il y avait le fameux Gaon de Vilna du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, le dernier grand talmudiste de génie. Et c'est sous son influence que se développaient ces masses de juifs d'ancien type, n'est-ce pas? Mais encore une fois, un peu préservé des égarements chassidiques, comme on l'appelait, bien qu'il y en avait toujours, n'est-ce pas? Et puis alors, il y avait la génération suivante qui, tout en ayant reçu cette culture de base, voyait son avenir dans le russe, dans la langue russe, n'est-ce pas? Chez mon père, on parlait russe avec les enfants, n'est-ce pas? Et l'importance de la culture russe qui est restée très grande, n'est-ce pas, dans mon esprit, dans mes souvenirs. Et les auteurs russes, Pushkin, Gogol, Lermontov, Dostoïevski, Tolstoï, jusqu'à présent, jouissent dans mon modeste esprit d'une très grande place. C'était cela l'avenir. Vous savez, j'ai reçu, juste une anecdote, j'ai reçu il y a quelques années la visite d'un Israélien. Un Israélien qui était aussi originaire de ces pays de l'Europe orientale. Et en entrant chez moi, il n'est pas ici, n'est-ce pas, il voit l'œuvre complète de Pushkin. Il m'a dit, on va tout de suite que dans une maison juive. C'est assez incompréhensible, c'est tout à fait ça. Il disait avec ironie, n'est-ce pas? Il comprenait que la phrase est bizarre, n'est-ce pas? Mais il l'a dit, n'est-ce pas? Et je l'ai parfaitement compris ce qu'il veut dire par là. Voilà, donc, voilà, si vous voulez, je ne sais pas si je vous donne l'idée de ce qu'est cette ambiance, n'est-ce pas? Et il y avait et les relations étaient faciles et sans drame entre l'État russe et cette communauté juive? Écoutez, non, vous savez, c'était tout de même sous un régime où les Juifs n'étaient pas citoyens, où ils étaient citoyens de deuxième zone, n'est-ce pas, où leur séjour était en Russie limité aux pays limitrophes. Pour habiter Moscou, il fallait avoir cette époque-là, une
une dignité spéciale, soit être sorti de l'université, soit être ce qu'on appelait à l'époque, pour ceux qui s'occupaient du commerce, être commerçant de première guilde, etc. Il y avait donc une certaine limite aux possibilités de développement et d'émancipation. Vos parents étaient-ils très religieux? Écoutez, alors ça, c'est aussi très difficile à décrire, n'est-ce pas? On était juifs avec le rythme de la vie juive qui dominait le rythme de la vie publique, mais aussi naturellement qu'on est blond, on est brun. C'était une région courante, n'est-ce pas? Faisait partie de la vie quotidienne qui déterminait beaucoup de choses dans la manière dont la semaine était disposée, de la manière dont l'année s'est déroulée, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ni délaissement, ni enthousiasme. C'est pas encore une fois quelque chose de naturel. Certainement, je pense que souvent le christianisme est vécu certainement de la même manière, n'est-ce pas? L'Église occupe la même place dans la vie quotidienne, et ça appartient au quotidien, sans qu'il y ait, si vous voulez, les possibilités et les sollicitations extrêmes que j'ai connues plus tard, n'est-ce pas? Que j'ai connues plus tard, incontestablement, non pas dans mon cas, et c'était là probablement que se prolongeait mon origine lituanienne, non pas dans les enthousiasmes mystiques, n'est-ce pas, mais dans une très grande curiosité pour les livres. Je dis très souvent, n'est-ce pas, c'était plus intérieur que l'intériorité, c'était un livre. C'est une formule que j'aime bien et qui n'est pas du tout un paradoxe, qui exprime, n'est-ce pas, si vous voulez, les degrés de l'intériorité, n'est-ce pas? Et justement, la Bible a été une lecture essentielle. Alors ça aussi, alors ça c'est tout caractérisé, ça je vais te raconter. C'est très important. J'ai appris le russe très vite, à lire le russe, n'est-ce pas? Je me souviens j'ai appris à lire le russe sur les étiquettes du cacao, n'est-ce pas? Conservé le matin, n'est-ce pas? C'était très facile, les deux cas se répétaient, n'est-ce pas? Se répétaient. Mais dès l'âge de 6 ans, je recevais régulièrement des cours d'hébreu. Cours d'hébreu, c'est tout à fait caractéristique, n'est-ce pas? C'est l'hébreu moderne. Hein? L'hébreu, si vous voulez, des gens qui se croyaient libérés de l'emprise des formes religieuses, l'hébreu. Hein? L'hébreu moderne, c'est-à-dire c'est le même hébreu, n'est-ce pas? Mais présenté dans des livres avec images, etc. Et dans ma formation personnelle, c'est une famille extraordinaire quand je pense à cela, comme pendant toute l'immigration que j'ai connue après à l'intérieur de l'Europe orientale, c'est-à-dire jusqu'à l'Ukraine y compris. Le maître d'hébreu était, comment dirais-je, un élément constant du confort. Je dis ça de manière. Je suis entré au lycée à Kharkov à 11 ans. J'étais sous le régime tsariste encore. Je suis rentré au lycée de Kharkov avec 5 juifs pour toute la classe. Il y avait le numerus clausus, n'est-ce pas? C'était l'entrée au lycée était fêtée à la maison, n'est-ce pas? Comme une véritable fête, n'est-ce pas? C'était une promotion, comme si c'était un doctorat. C'est très beau, n'est-ce pas? Et alors, mais ça, c'était parallèle, toujours à la présence, pas du tout, pas tous les jours, n'est-ce pas? Il y avait toujours le maître d'hébreu qui venait enseigner l'hébreu et qui, bien entendu, enseignait alors la Bible. La Bible était enseignée très tôt aussi, n'est-ce pas? Mais toujours des textes hébreux par excellence, n'est-ce pas? Avec traduction, avec pas du tout avec des commentaires qui, plus tard, mais paraissent essentiels, n'est-ce pas? Mais c'est le texte, c'est la source hébreu, n'est-ce pas?
Et je trouvais même ce professeur d'hébreu qui toujours était enfin, une fois par semaine au moins, il venait faire des leçons et qui enseignait les prophètes. Je trouvais que le prophète se répète un peu, que c'est un peu monotone. Je ne vous casserai pas, n'est-ce pas? Mais en tout cas, j'en ai appris pas mal de cette manière-là. Et tout cela m'a été extrêmement, pas utile, mais extrêmement, est devenu extrêmement signifiant plus tard. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, votre famille quitte la Lituanie? Ah non, la ville de Kovno était une forteresse de premier rang. Ça. Alors, lorsque la guerre a été déclarée, la guerre de 14, mon père a trouvé normal de faire partir de cette ville où on craignait des bombardements. Enfin, on pensait de manière tout à fait simple. Cette guerre, toute la famille est partie, a quitté. Et seulement lui-même a dû quitter cette ville parce que, je ne sais pas si c'était dans la deuxième année de guerre, le gouvernement russe a estimé que la présence de tout juif dans cette zone limitrophe, où d'ailleurs on les avait parqués en réalité avant, n'est-ce pas, était un danger pour la sécurité. Et en 24 heures, tous les Juifs, sans liquider leurs affaires, sans rien arrêter, étaient obligés de partir, de quitter jusqu'à une certaine profondeur de la Russie cette Lituanie, n'est-ce pas? Et c'est cette manière-là que ma famille s'est trouvée en dehors de cette zone, et attendant la fin de la guerre, parce qu'on espérait qu'elle allait vite finir, et se déplacer progressivement, et nous nous sommes trouvés vers la fin, vers le milieu de la guerre, à Kharkov, n'est-ce pas? À Kharkov, en Ukraine, où vous êtes donc... Il y avait la révolution, n'est-ce pas? C'est une révolution déjà là. La révolution, nous l'avons connue, la première révolution de février, c'est la révolution libérale, la révolution que mes parents comprenaient, n'est-ce pas? Mais en octobre, c'était la révolution qu'ils ne comprenaient plus. Ils étaient juifs, ils étaient bourgeois, n'est-ce pas? Il y avait des obstacles, des difficultés. Et par conséquent, dès que ma famille a eu la première occasion de quitter ce pays-là pour se réclamant de son origine lituanienne, de revenir dans cette zone pacifiée, qui était la Lituanie indépendante après 1918, 1919, n'est-ce pas? Et ils ont pu normalement, dans un train qui a été organisé par le gouvernement russe lui-même, par les soviets, n'est-ce pas, retourner en Lituanie, à Kovno, où tout devenait normal, n'est-ce pas, dans cette petite zone de la Lituanie indépendante. Et ce pays qu'on venait de quitter et qui était si difficile à mes parents, si dur pour ma famille, conservait dans mon esprit quelque chose de mystérieux et de possible, n'est-ce pas? Il faut comprendre cela, n'est-ce pas? C'est comme une ère messianique qui s'est entrouverte, qui s'est fermée, n'est-ce pas? Voilà, dans cet état-là, je me suis trouvé jusqu'à la fin de mes études secondaires, c'est vrai que je passais alors dans les 3 années, et jusqu'à ma venue en France. On a choisi en France la ville la plus proche de Lituanie, qui est Strasbourg. Il devait y avoir déjà quelque chose d'antipathique en Allemagne à cette époque-là. Peut-être le désordre était prévisible. Qu'est-ce qui vous a mené à la philosophie? Ah, écoutez, moi je pense que c'est toujours mes lectures russes. C'est précisément les Pouchkine, les Gogol, les Lermontov, les Dostoïevski, surtout les Dostoïevski, n'est-ce pas? Le roman russe, le roman de Dostoïevski et Tolstoï, est un roman toujours très préoccupé des choses fondamentales. Ce ne sont pas des romans à thèse, mais ce sont des livres de littérature traversés par l'inquiétude, l'essentiel, l'inquiétude religieuse, l'inquiétude du sens de la vie, n'est-ce pas? Le sens de la vie est un mot
chez Turgenev, n'est-ce pas, déjà, quand on lit, c'est ce qui est très essentiel pour les héros, n'est-ce pas, l'amour qui est toujours... des romans où on ne fait jamais l'amour, n'est-ce pas? Le mot faire l'amour est un mot jusqu'à présent scandaleux à mes yeux, n'est-ce pas? Mais c'est l'amour sentiment, l'amour sentiment métaphysique même, n'est-ce pas? Qui a mis ce... Et c'est certainement cela, mes premières tentations philosophiques. Dans les lycées lituaniens, on ne faisait pas de philosophie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de classe de philosophie, n'est-ce pas? Mais si vous voulez, l'inquiétude métaphysique, n'est-ce pas? Et en même temps, n'est-ce pas, la nouvelle sollicitation de textes juifs, n'est-ce pas? Que je n'apprenais pas à apprendre mieux, mais enfin qui était très présent, et qui menait à ce que j'appelle la philosophie. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne préparation pour Platon et Aristote, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça a le goût de la philosophie générale. Alors là, je me souviens aussi, n'est-ce pas? Et c'était une des choses très importantes que j'essaie de souligner, c'est j'allais au cours de Maurice Pradine, n'est-ce pas? Qui était après professeur à la Sorbonne. Et je me souviens, lorsque il exposait pour la première fois le rapport entre l'éthique et la politique, et lorsqu'il a cité l'affaire Dreyfus comme, si vous voulez, comme une éthique qui arrête la politique, ça m'a fait une très forte impression. Le fait que ce fameux Dreyfus, parce qu'on connaissait Dreyfus partout, vous savez, en Lituanie, des vieux juifs avec des barbes qui n'ont jamais lu une lettre latine parlaient des Zola. Zola était un saint, Zola, n'est-ce pas? Et puis brusquement, n'est-ce pas, devant moi, on choisit cela comme exemple. C'était le sentiment que là, je suis enfin dans un monde extraordinaire. Vous saviez le français en arrivant à Strasbourg? Très peu. Très peu. Et comment est-ce que vous avez fait? Eh bien, écoutez, ça, les langues ne sont jamais un obstacle. Je me souviens, la première année, je lisais du Corneille avec des notes, n'est-ce pas, et avec le dictionnaire. Et aussi un livre de George Sand, je me souviens encore, avec un dictionnaire. Mais en arrivant, je pouvais encore dire la guerre pour la guerre. Et alors là, j'ai l'accent. J'aurais voulu même vous demander si je n'en ai pas trop en parlant, n'est-ce pas? J'en ai beaucoup, n'est-ce pas? Mais tout de même, c'est le sol de cette langue qui est pour moi le sol français. Alors, vous comprenez, ça c'est malgré, je parle très bien le russe encore, assez bien l'allemand et l'hébreu, n'est-ce pas? J'ai lu l'anglais, mais je sens penser au début de la guerre qu'on fait la guerre pour le français. C'est des phrases, n'est-ce pas? Mais enfin, je pensais, c'est là que je sens les sucs du sol. À Strasbourg, Lévinas rencontre Maurice Blanchot. Dans le livre qu'il lui consacrera plus tard, Lévinas écrit « Pour Blanchot, l'œuvre littéraire nous approche de la mort, car la mort est ce bruissement interminable de l'être que l'œuvre fait murmurer. » Maurice Blanchot, nous étions ensemble presque pendant tout mon séjour à Strasbourg. Peut-être est-il venu 2 ou 3 ans après moi, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous le décrire, n'est-ce pas? J'ai pas l'impression d'une extrême intelligence, d'une pensée absolument aristocratique, hein? Très éloigné de moi à cette époque-là, au point de vue politique, n'est-ce pas? Il était, je ne sais pas s'il faut, il était très à droite, n'est-ce pas? Mais nous avons eu très vite
un accès l'un à l'autre. Et n'est-ce pas, il me mentionne parfois dans ses livres, il m'élève beaucoup. Je veux dire, je me trouve très élevé par ses interventions. Sur beaucoup de points, nous pensons ensemble. Il a eu aussi une évolution tout intérieure, où il n'y a jamais eu la moindre concession opportuniste. C'est cette impression un homme sans opportunisme. Voilà le contact moral avec lui. Quelles pouvaient être les conversations de ces deux jeunes étudiants à Strasbourg? C'était des choses de philosophie, c'était des choses littéraires, c'était Proust et Valéry, n'est-ce pas? Si vous voulez, là, on n'a pas beaucoup parlé de surréalisme, Proust et Valéry. C'est l'intérêt, c'est très tôt qu'il a eu pour ces choses phénoménologiques dont je me suis occupé. Conversation très abstraite, dans ce sens-là, avec toujours ces échappées inattendues que les choses prenaient chez lui. Je n'ai pas de souvenir, comment dirais-je, de rigolade, si je peux dire, pas de... C'est toujours, en ces termes-là, sur les lieux les plus élevés, que je me suis senti l'avoir rencontré. Après ma licence, je n'avais aucune décision quant à mon avenir. J'ai voulu faire encore des années d'études et étudier quelque chose de nouveau, et c'est par hasard que à l'université de Strasbourg même, une jeune personne, mademoiselle Gabrielle Pfeiffer, je ne sais pas s'il s'est marié depuis, lisait du Husserl, elle m'a demandé de le lire, c'était conseillé de le lire. J'ai lu Recherche logique, n'est-ce pas, de très près, et j'ai eu l'impression d'être revenu à une non pas du tout à une chose inédite, mais à des nouvelles possibilités de penser, à une nouvelle possibilité si vous voulez, de dérouler le concept, une nouvelle possibilité de passer d'une idée à l'autre. Le fait que le regard se portant sur une chose est aussi un regard qui est couvert par cette chose. Hein? Et si vous voulez, là, que l'objet est un aveuglement quand on le prend tout seul. Hein? Il vous fait voir moins. Et qu'il y a, quand on se retourne vers le vécu qui est intentionnel, c'est-à-dire qui est animé par autre chose que lui, qui est toujours une idée de quelque chose, en revenant vers ces actes vécus qui sont intentionnels, on découvre la concrétude où cet objet se loge. Et le passage de l'objet vers l'intention et de l'intention vers tout ce que cette intention vise, hein, que c'est là ça la pensée, que c'est ça si vous voulez, le surplus de ce que vous est donné dans le savoir. Je le formule maintenant d'une manière plus compréhensible, n'est-ce pas?
en disant qu'il faut passer de l'objet à sa mise en scène. Hein, cette formule, je l'emploie. Peut-être en parlant avec vous, j'ai déjà employé ça. C'est mise en scène. Comme si vous voulez, comme le metteur en scène qui a un objet, qui a un événement, et qui est obligé d'apporter toute la concrétude où cet objet, ou ce thème, finalement, se loge, où il est concret, où finalement il est visible. Donc éviter à la vision d'être aveuglé par le vu. N'est-ce pas? Si vous voulez, c'est ça. Et comme mouvement, je ne dis pas que ce ne sont pas des thèses, ce ne sont pas des énoncés, ce ne sont pas des vérités, mais c'est cette méthode-là qui m'a paru être la chose tentante, n'est-ce pas? Et je suis allé voir Husserl pour vivre ça sur place, pour voir comment il fait. J'ai trouvé Husserl complètement, pas du tout, complètement achevé. C'est-à-dire, il enseignait des choses qui... il a dépassé le stade de la recherche, si vous voulez. Mais alors, la grande chose que j'ai trouvée, c'est la manière dont sa voix est prolongée et transfigurée par Heidegger. Je dis, je crois vous avoir dit déjà, sans rien de péjoratif pour ça, n'est-ce pas, moi, comme impression de voyageur, n'est-ce pas? C'est l'impression que je suis allé voir Husserl et que j'ai trouvé Heidegger. Chez Heidegger, surtout dans Sein und Zeit, chaque page était une nouveauté. Et la manière dont d'un état vécu se dégager ce qu'il vise, ce qu'il contient, était à la fois, vous savez, il était plus convaincant parce qu'il était plus inattendu. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Un des critères d'une recherche vraie, c'est qu'il est inattendu. Husserl était persuadé qu'Heidegger était son disciple. Et c'est peu à peu qu'il a constaté qu'il enseigne autre chose. Probablement pénible impression chez Husserl, n'est-ce pas? Quelque chose de dramatique, n'est-ce pas? Il était persuadé que c'est la continuation de ce qu'il enseignait. Mais vous autres qui étiez les élèves, ah non, ça, on savait très bien. Comme parfaitement, n'est-ce pas? Le problème était, on essayait d'établir les rapports entre les deux, n'est-ce pas? C'était, écoutez, un petit travail que j'ai fait à cette époque-là comme thèse, ce qui était ma thèse de l'Université de Strasbourg, un livre qui est apparu il y a 50 ans, en 30, n'est-ce pas? C'est comme 56 ans, n'est-ce pas? Alors, le fond de ce livre consiste à présenter Husserl en y trouvant les éléments heideggeriens. De pressension, non, c'est pas une... c'était absolument un problème hétérodoxe, n'est-ce pas, comme résultat, n'est-ce pas, mais en tout cas, comme si la philosophie Husserl posait déjà le problème de l'être dilettant, etc. Davos, en Suisse, 1929. Lévinas assiste à la rencontre, la confrontation de Heidegger et de Cassirer. C'est un des moments historiques de la vie philosophique du XXe siècle. C'est la fameuse rencontre à Davos en 29, l'hiver de 29, où Heidegger a parlé de Kant, où Cassirer parlait de Heidegger. Cassirer était ce qu'on appelle les néo-kantiens, très glorieux et disciple de l'interprétation moderne du Kant à partir du monde scientifique et à partir de la science qui s'est développée depuis Kant. C'était c'est une philosophie, ce qu'on appelle la philosophie critique, une épistémologie, la compréhension de l'esprit à partir de
de la science moderne, pas du tout à partir de résultats vulgaires de la science, mais une recherche de ces aspirations profondes. Et si vous voulez, quelque chose qui ressemble à ce qui était pour nous Léon Braunschweig, hein, et toute cette période dont le Léon Braunschweig était le maître. Hein. Et d'autre part, il y avait Heidegger, n'est-ce pas, le philosophe qui ne trouvait pas, ne cherchait pas, ne pensait pas que c'est dans la science exacte, dans les sciences mathématiques, que réside le commencement de l'esprit, si vous voulez. Le commencement de l'esprit, c'est une mot très vague. Il résiste, si vous voulez, l'intelligibilité, réside la recherche du sens, n'est-ce pas? Au contraire, Heidegger le cherchait dans l'homme en tant qu'accédant à l'être, en tant que le lieu où l'être, comme il dit, l'être de l'étant, prend sens. Hein? Par conséquent, du point de vue philosophique, n'est-ce pas, il y a là une toute nouvelle voie, une radicalisation de l'interrogation, et où tout ce qui est science humaine, tout ce qui est histoire, tout ce qui prend une certaine priorité par rapport à la réflexion sur la science physico-mathématique. Voilà, si vous voulez, en gros, en quoi consiste l'opposition, et c'est en effet dans cette faille heideggerienne que se produit, et c'est pas du tout la négation de la philosophie traditionnelle, mais un nouveau retour vers les philosophes grecs, qui n'apparaissent pas du tout comme étant avant tout les fondateurs de la science moderne, mais comme étant avant tout le lieu où se produit la réflexion sur l'être. Je ne sais pas si c'est un peu gros ce que je vous dis là, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est cette impression qu'on a assisté à un moment dramatique, particulièrement dramatique, où il s'agissait du sens même, l'origine même du sens, n'est-ce pas, dans une direction tout à fait opposée au devenir cartésien et kantien. Heidegger cherchait à montrer que dans Kant lui-même, son problème est plus important et plus fondamental que le problème de la fondation des sciences. Un jeune étudiant peut avoir là l'impression qu'il assiste à la naissance du monde, à un moment fondamental à la croisée des chemins de la philosophie. Voilà. On sentait un grand frémissement. Un frémissement, c'est ça, un grand frémissement que Cassir représenta, si vous voulez, un monde qui va aller être défait. Nous avons maintenant un certain écart, n'est-ce pas, que Heidegger annoncer un monde qui allait être bouleversé, comme vous le savez, comme il l'a été, n'est-ce pas? Ça, il fallait tout de même être un peu prophète pour le sentir. Ce livre, fréquemment réédité depuis, paraît en 1930. Il sera couronné par l'Institut et paraîtra aux États-Unis en 1973. Le livre a été accueilli, j'aime bien, il s'est assez vite vendu parce que Husserl semblait intéresser les lecteurs. On m'a accordé ensuite, je me souviens, un prix de l'Académie, le prix de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, où Léon Braunschweig probablement a protégé ou a présenté mon travail. Écoutez, j'étais très content, mais je n'avais aucune situation. À ce moment-là, à l'université, je n'en cherchais pas. J'ai fait mon service militaire au 46e régiment d'infanterie à Paris. Je me suis marié entre-temps aussi. Je me suis naturalisé à cette époque-là. Vous êtes fait naturaliser. Est-ce que ça a été pour vous un acte naturel, compliqué ou important? C'était un acte important. J'ai souvent décrit
la manière dont on accédait à la citoyenneté française quand on venait de ce pays de l'Orient européen. N'est-ce pas? Et ça avait une signification qui allait au-delà d'un simple acte administratif. Enfin, je ne vais pas vanter cela maintenant, n'est-ce pas? Il y avait toujours un élément religieux, disons, comme si on entrait, comme si certaines prophéties se réalisaient. Oui, on entrait dans un pays de liberté et de pleine possession de sa condition humaine, n'est-ce pas? Ces choses-là, un peu usées chez nous maintenant, sont toujours vécues avec une très grande intensité quand il s'agissait de naturalisation française. Quelle est la suite de votre itinéraire intellectuel et de votre itinéraire au cours dans les années qui précèdent la guerre? En 1934, je suis entré dans l'œuvre scolaire de l'Alliance Jésuite universelle qui entretenait dans le bassin méditerranéen, de la Perse, comme on l'appelait à cette époque-là, jusqu'au Maroc, des écoles primaires, et avec souvent des classes secondaires, où le français était introduit comme langue principale. Il y a une œuvre extraordinaire qu'on ne connaît peut-être pas assez, de l'enseignement du français comme langue de base à travers le bassin méditerranéen dans des écoles qui comptaient plus de 30 000 élèves dans l'ensemble. Et ce qui a déterminé dans cette région une connaissance du français et une espèce de conscience d'appartenir à la civilisation française. C'est à cette époque-là très... Et alors, à cette œuvre-là, qui conservait évidemment des bases religieuses aussi, mais où si vous voulez, le culte du français et l'ouverture au français est la chose principale. Et c'est dans cette œuvre-là que je m'occupais du département scolaire jusqu'à la guerre, de 1934 à 1939. Et alors je conservais des relations avec des philosophes, n'est-ce pas? Jean Val était un des centres pour moi. Vous savez, chez Jean Val, je rencontrais beaucoup de philosophes. Il avait le très bon sens, n'est-ce pas, de ce qui est neuf dans la pensée philosophique dans le monde entier, et accueillait par conséquent tous ceux qui ont pu contribuer à la connaissance de ces nouveaux courants dans le monde. Et la phénoménologie à cette époque-là était quelque chose de nouveau, très nouveau, mais j'ai eu la chance d'être parmi les premiers qui aient parlé de phénoménologie. Et Val, alors, était extrêmement accueillant. Il m'a témoigné beaucoup d'amitié personnelle aussi. Lui, il était très lié à Gabriel Marcel, qui était aussi un centre. Un samedi soir par mois, il y avait des rencontres philosophiques chez lui. On entendait le jeune Sartre, on entendait Maritain venait. Enfin, c'était un milieu bien, par des intellectuels qui avaient les mêmes préoccupations, où les problèmes se mettaient proches, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là, n'est-ce pas? La gloire de Sartre commençait à monter, n'est-ce pas? C'était des choses objectives même, n'est-ce pas? La nausée, vous savez, La nausée était un livre très heideggérien. Il connaissait parfaitement mon livre La théorie de l'intuition de la philosophie de Husserl. C'est sa femme, Madame de Beauvoir, qui raconte ça dans La force de l'âge, n'est-ce pas? Qu'il est venu chez Picard, il a feuilleté ce livre et il a dit, voilà, n'est-ce pas, tout ça j'aurais voulu dire, pas ce que je dis moi, mais ce que Husserl dit, n'est-ce pas? C'est pas une jalousie, c'est cette tristesse de ne pas avoir encore dit ça. J'ai eu 3 ou 4 fois Sartre, n'est-ce pas? C'était des contacts épisodiques. Et j'ai écrit à Sartre quand il a refusé le prix Nobel. C'est une lettre importante où je lui dis qu'il est maintenant le seul homme
qui a le droit de parler, n'est-ce pas? Parce qu'il a montré toute son indépendance en refusant cela, n'est-ce pas? Et que c'est peut-être le moment où il doit aller chez Nasser, hein, en Égypte, pour faire la paix. C'était une idée folle. Je me dis, vous êtes le seul homme qui l'écoutera. De l'évasion paraît en 1935 dans les recherches philosophiques, dirigées par, entre autres, Jean Val et Gaston Bachelard. Il y a dans la nausée un refus d'y demeurer, un effort d'en sortir. Mais cet effort est d'ores et déjà caractérisé comme désespéré. Il l'est en tout cas pour toute tentative d'agir ou de penser. Et ce désespoir, ce fait d'être rivé, constitue toute l'angoisse de la nausée. Dans la nausée qui est une impossibilité d'être ce qu'on est, on est en même temps rivé à soi-même, enserré dans un cercle étroit qui étouffe. Il y a certains textes philosophiques que je rédigeais à cette époque-là, où on peut distinguer toutes les angoisses de la guerre qui s'approchait, et enfin toute la fatigue d'être, n'est-ce pas, qui était à cette époque-là mon état d'âme, ma méfiance à l'égard de l'être, qui s'est continué sous une autre forme dans ce que je fais après, date déjà de cette époque-là, qui était le pressentiment de l'hitlérisme. Le pressentiment de l'hitlérisme. Ma vie se passait entre l'hitlérisme pressenti et l'hitlérisme rappelé. Et à quel signe perceviez-vous justement cette montée du nazisme? Alors ça c'était d'abord la presse quotidienne, ça c'était le renseignement d'Allemagne, ça c'était les progrès hitlériens. C'était après le pressentiment, bien, à travers la persécution des Juifs, bien entendu aussi, n'est-ce pas, comme essentiel, comme l'impossibilité de parler. Enfin, plus de discours possible, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas du tout. C'est le contraire, la vision d'une fin du monde à travers cela. Pas du tout comme phénomène particulier. J'ai toujours ressenti le judaïsme comme étant, le noyau de l'humain. Non pas la seule chose qui m'intéressait parce que c'était la mienne, n'est-ce pas? Pas du tout comme si j'étais serbe et que la Serbie était en danger. C'est comme si l'humain lui-même se décide dans cette persécution et que véritablement dans ce sens-là Hitler a mis le point sur l'essentiel de l'être, n'est-ce pas? À Paris et dans la région parisienne, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers. Ils organisent leur vie en attendant la solution du conflit. Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Oui! Pour les revendications, hip hip hip! Oui! Hip hip hip! Oui! Tout ce qui se passait était inadéquat à l'apocalypse qui se préparait. J'ai vécu de ce pressentiment apocalypse, n'est-ce pas? C'est ce qui vraiment se produit. J'ai toujours caractérisé, j'ai dit que presque la meilleure partie de ma vie s'est passée dans la prévision de cette période apocalyptique, et dans le souvenir de ce qui en est resté. Je ne suis pas débarrassé de ça. Pour moi, dans ma vie, les grandes choses, c'était finalement l'événement des années 33, 47, 45. N'est-ce pas? Et alors, mais ça, je me souviens très bien. Je dis, de quoi on s'agite ici pour avoir le dimanche, n'est-ce pas? Pour avoir le lundi. Pas du tout que je méprisais, pas du tout ça. Je travaillais le lundi, le dimanche. C'est pas? Je dis, alors qu'il y a quelque chose de tout à fait énorme qui se prépare, et là, il n'y a rien qui l'attende véritablement, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous accueillez l'approche de la guerre? Vous savez, quand j'ai terminé mon service militaire en 32, n'est-ce pas? Parce que j'ai commencé en 31, j'ai terminé en 32.
je me souviens qu'à la présentation au drapeau, je ne sais pas si ça se fait encore dans les régiments, 46e régiment d'infanterie, à la présentation au drapeau, on était tous réunis, et il y avait la fameuse la tour d'Auvergne répondait mort aux champs d'honneur, n'est-ce pas? Et c'est alors que le colonel a parlé et il a dit à la fin de son discours, et au bruit alarmant qui nous vient des frontières, n'est-ce pas? C'était encore avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. J'espère que nous pourrons tous répondre comme il faut. Je me souviens que pour moi, j'étais très contente. Avant l'arrivée au pouvoir. L'inquiétude hitlérienne, ce n'était pas en 1933. L'inquiétude hitlérienne, c'était après la première majorité au Reichstag, n'est-ce pas, avec cette augmentation permanente, avec cette presse exultante, n'est-ce pas, qu'il y avait de l'autre côté du Rhin, n'est-ce pas. Je me souviens, ça c'était déjà, je dirais tout de même, il y a une réponse, n'est-ce pas. Veuillez écouter notre dernier bulletin d'information. Depuis 17h aujourd'hui, dimanche 3 septembre 1939, la France est officiellement en état de guerre avec l'Allemagne. Hitler est resté sourd aux dernières notes françaises et britanniques exigeant le retrait immédiat des troupes allemandes du territoire de la Pologne. Le monde ne peut plus douter que la responsabilité de la guerre incombe exclusivement au gouvernement de Berlin. Dans une première émission, le philosophe Emmanuel Levinas nous a raconté son enfance à Kovno,